En me disant, c'est un peu comme quand tu fais un workout of the day au CrossFit où tu as des reps à faire en plus dans un temps imparti et tu vas à 1 heure, quoi, comme ça, quoi, dans ce même état d'esprit. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes et à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode avec un invité qui a choisi de faire les choses différemment. Il s'agit d'un expert comptable qui avance à contre-courant. Bonjour Jean-Christophe, comment vas-tu ? Bonjour Judy, merci beaucoup de m'inviter. Tout d'abord, précision, je suis avant tout commissaire aux comptes. Et ensuite, je suis devenu également expert comptable, mais avant tout, mon métier, c'est commissaire aux comptes, tout simplement parce que je n'ai pas le DEC. Je ne suis pas diplômé d'expertise comptable. J'ai obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en 2017, qui est un examen dédié aux auditeurs pour devenir commissaire aux comptes et qui est de plus en plus promu par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et qui m'a été donc décerné en 2017. C'est un examen qui est réputé très exigeant, très difficile. Pour diverses raisons, j'ai choisi cette voie plutôt que la voie traditionnelle de l'expertise comptable, parce que j'ai 15 ans d'expérience aujourd'hui en cabinet, un peu plus, puisque j'ai démarré le mien il y a 2 ans, en m'associant avec un cabinet d'expertise comptable qui est très reconnu sur la région où je suis, à Marseille. Voilà, donc pour donner une petite précision, je te redonne la parole. Pas de souci, tu fais bien de le préciser parce que tu vois, moi j'étais persuadée que tu avais été diplômé d'expertise comptable et ensuite tu avais passé l'assertif pour devenir commissaire aux comptes. Non, pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. En fait, à l'origine, en fait, les experts comptables avec 200 heures d'audit dans le cadre de leur stage d'expertise comptable peuvent accéder, sur la base de leur diplôme, à la possibilité de s'inscrire en tant que commissaire aux comptes dès lors qu'ils ont fait 200 heures d'audit. 200 heures d'audit, ça passe très vite. C'est très peu finalement, en 3 ans, c'est vraiment très peu et ça représente même pas 5 semaines de travail donc par rapport à des profils qui ont plutôt un profil commissariat aux comptes, qui ont fait que de l'audit, le diplôme d'expert comptable, il est un peu moins pertinent si on n'a pas fait d'expertise et c'était mon cas et c'est pour ça qu'on m'avait recommandé à un moment donné d'aller plutôt dans cette voie-là. Enfin, j'en avais entendu parler. On m'avait dit: «Le CAFCAC, n'y va pas». Plus contrairement, on m'avait même pas recommandé. On m'a dit: «N'y va pas, c'est trop dur. Il y a personne qui le réussit. Il y a 15 personnes qui sont lauréates par an». Bon, là, on était en 2011 à peu près, 2012 et moi, en fait, j'avais accédé à un cabinet d'audit, régional à Marseille où, je suis rentré à l'âge de 28 ans en 2007 après un parcours de début de carrière qui était un peu, on va dire, atypique. Atypique pour rester, neutre. Je suis venu d'une école de commerce en formation initiale, école supérieure de commerce de Toulouse qui est aujourd'hui TBS et après ces années, brillantes à l'école de commerce de Toulouse où j'avais fait des stages exclusivement dans le secteur bancaire et où j'envisageais en fait d'accéder à des postes dans la banque d'investissement et de financement, notamment à travers une expérience en année de césure à la banque espagnole BBVA. Donc déjà un parcours qui déjà était atypique parce que plutôt que de choisir des banques américaines ou des grandes banques françaises, j'avais choisi la succursale d'une banque espagnole à Paris où on travaillait avec des grands corporates, donc vraiment les grands comptes, toutes les sociétés du CAC 40 qu'on accompagnait à l'international. Expérience qui m'a rendu bilingue en espagnol à l'âge de 22 ans. Donc j'avais des grandes ambitions d'aller dans le secteur bancaire, d'aller à l'international et très vite en fait, j'ai été confronté à une réalité, d'un marché d'une conjoncture qui s'était retournée avec, la guerre en Irak en 2003, un stage à la Société Générale, en fin d'études qui était plutôt en demi-teinte et des difficultés malgré tout à trouver, un poste puisque, autant c'était facile de trouver un stage, autant devenir employé quelque part,
quand on est jeune, on nous dit: «Bah, tu es trop jeune, tu as pas assez d'expérience ou alors tu es trop spécialisé et tu es surdimensionné». Donc tout ça a fait que très vite, j'ai considéré la possibilité d'aller vers les cabinets d'audit puisque j'avais rencontré les bigs à plusieurs reprises dans mon cursus à l'école de commerce. J'avais pas forcément une très bonne image des cabinets. Je voyais beaucoup des gens qui étaient très jeunes et qui étaient hautains souvent, donc Super. et une organisation très hiérarchisée où on avait des gens très jeunes qui, allaient être déjà seniors et à 25 ans être déjà seniors et avoir un encadrement hiérarchique d'assistants de 23 ans ou vice versa, hein, ça parce que ça pouvait être l'inverse et que finalement entre des personnes assez jeunes, il y avait tout ce formalisme hiérarchique qui faisait que ça me paraissait vraiment pas naturel, avec beaucoup d'heures et finalement très peu de reconnaissance. Ça me faisait pas vraiment envie et c'était souvent un contre-exemple qu'on nous donnait en cours de management à l'école de commerce, parce que j'étais passionné par tous les cours de management. Je me dirigeais plutôt vers la filière finance au sens large, mais chaque fois qu'on a eu des cours, optionnels, je choisissais des cours de ressources humaines parce que les intervenants extérieurs nous donnaient leur vision d'entreprise, nous partageaient leur parcours et c'était ça que je trouvais très intéressant et les aspects humains, relationnels, le management sont toujours des thèmes qui m'ont intéressé tout au long de mon parcours. Donc début de carrière un peu difficile, pendant 4 ans, j'ai pas trop honte de le dire, hein. Je me suis fait virer de partout, on me l'a dit souvent. En gros, j'avais 6 mois de période d'essai, 1 an de chômage, 6 mois de chômage, donc voilà, entre 24 et 28 ans, mon CV, il ressemblait à ça, après des débuts très prometteurs, parce que sorti de l'école de commerce, 2 ans d'expérience bancaire, très spécialisé dans un domaine qui était les, financements structurés, les crédits syndiqués, la banque, d'investissement, de financement et je me disais: «Bah, aller vers les cabinets d'audit, ça pourrait m'apporter un complément» et c'est là que je suis passé par un big, hein, KPMG en début de carrière. Ça n'a pas duré. J'ai eu une expérience, à la Banque Postale au moment de sa création, à l'audit interne, parce que j'ai envisagé à un moment donné de faire de l'audit interne. Mais toutes ces expériences finalement, même si elles ont été courtes, même si elles ont été pas très sympas sur le plan relationnel, elles m'ont beaucoup apporté. Elles m'ont beaucoup apporté et les bénéfices, je les ai vus plus tard quand je suis rentré dans ce cabinet d'audit en 2007, un cabinet régional, qui avait des beaux dossiers, qui étaient finalement une alternative aux big en région, puisque c'est un cabinet très structuré, avec une cinquantaine de collaborateurs à l'époque, qui a ensuite grandi par croissance externe et qui avait 200 mandats et des mandats dits EIP, entités d'intérêt public, sur lesquels je suis intervenu dès le départ, puisque j'ai été très vite affecté à une mission d'audit d'une banque régionale mutualiste et très vite aussi d'une start-up qui était cotée dans le secteur des biotechnologies. Donc, et également bah, dans les secteurs plus de grandes entreprises non cotées aussi, groupes familiaux et le cabinet avait une clientèle très diversifiée, ce qui fait que en étant entré à l'âge de 28 ans un peu à reculons là-bas, parce qu'au départ, je savais pas trop, je cherchais encore ma voie. Et j'avais eu des expériences qui m'avaient quand même marqué et qui avaient été un peu négatives sur le plan professionnel et vraiment je suis allé vers ce métier, j'y suis retourné après une première expérience dans un big, un peu à reculons, parce que j'avais pas forcément une bonne image des cabinets et c'est comme ça que j'y suis allé vraiment par la toute petite porte. Donc je te dis dans quel état d'esprit j'étais à 28 ans. J'avais complètement perdu confiance en moi, ça faisait 1 an que j'étais au chômage, je ne savais plus vers quoi me diriger et à un moment donné, je suis allé un peu par hasard, on va dire, j'ai vu de la lumière à une réunion d'information de l'AFPA, l'association de formation professionnelle des adultes, qui recrutait des personnes qui avaient pas forcément beaucoup de qualifications pour aller faire, un contrat de professionnalisation. La cible, c'était plutôt les 26-45 ans, donc ceux qui avaient pas droit à des aides justement. Un contrat pro pour aller faire de la saisie comptable en cabinet et ils avaient, des partenariats avec pas mal de cabinets comptables et ils cherchaient à placer des gens qui étaient, en réinsertion. Voilà, tout simplement. Parmi ces personnes en réinsertion, il y avait une fille qui avait déjà son DCG, qui avait 26 ans, qui a ensuite bifurqué vers un parcours DSCG
Et il y avait une fille qui avait déjà un master en philosophie et qui se rendait compte que, bah, des études, brillantes littéraires ne lui menaient à rien sur le marché du travail. Donc on avait une composition d'un groupe très hétérogène et moi finalement dans toute cette histoire, je n'ai pas trouvé de contrat de professionnalisation. Mais par contre, j'avais été sur les conseils de cette jeune fille qui avait fait, son DCG, rencontrer la faculté, à Marseille, l'université pour, justement tenter une alternance avec le DSCG. Je me disais: «Ça peut être pertinent, j'ai encore que 28 ans, je peux faire 2 ans d'alternance, avoir mon DSCG au bout», puisque j'avais présenté l'ancien DECF en 2005 que je n'avais pas validé et je me disais: «Ça pourrait être intéressant vu qu'ils ont réformé ces, cursus, que je puisse bénéficier des notes où j'avais eu 9 sur 20 dans les épreuves juridiques pour gagner des points, sur le DCG et ne pas repasser ces épreuves. Puisque dans l'ancien format, une fois qu'on avait 9 sur 20, bah, c'était disqualifié. Il fallait repasser l'épreuve. Le DCG, dès qu'on a plus de 6 sur 20, on peut compenser des notes. Donc, je voyais l'intérêt, de passer peut-être le DCG et je me disais: «Mais finalement, avec les réformes des cursus, avec l'école de commerce, normalement, je devrais avoir accès directement au DSCG». Donc, en me renseignant à l'université, on m'a dit: «Non, on ne peut pas vous prendre. Vous êtes diplômé d'École supérieure de commerce, École supérieure de commerce de Toulouse de, 2003. Or, la réforme licence, master, doctorat, qui est un peu ancienne aujourd'hui à l'heure où je vous parle, elle avait, démarré en 2004. Donc, si bien que pour eux, ce n'était pas un vrai master. Il me l'a dit 10 fois. La personne m'a dit: «Ce n'est pas un master, vous allez devoir passer le DCG d'abord». Un peu dans toute cette histoire, j'ai trouvé un poste, dans un cabinet d'audit où on m'a pris avec une décote sur le marché de l'emploi parce que j'avais pas travaillé depuis 1 an et que je redémarrais à 0. Bon, on m'a fait confiance, c'était à double tranchant, mais j'ai eu quand même une très bonne expérience et contre toute attente, j'y suis resté et au bout de 3 ans, je suis devenu chef de mission et à ce moment-là, j'ai encadré des juniors, des stagiaires qui ont apprécié de travailler avec moi parce que je suis pédagogue, j'ai de l'empathie et je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas les galères que j'ai eues en début. L'audit, quand on démarre, c'est un métier qui est très rébarbatif sur les toutes premières années parce qu'il faut se former à la méthodologie du cabinet, il faut, emmagasiner beaucoup d'informations, il faut être vraiment rigoureux, il faut respecter des délais, c'est très, très structuré et un assistant, il est très encadré aussi donc c'est très hiérarchisé. Moi, la hiérarchie, ça me convenait pas trop mais une fois que je suis passé de l'autre côté, que je suis devenu chef de mission, j'ai abordé les choses quand même un peu plus cool avec mes assistants, en étant là pour aussi les assister à comprendre comment ils allaient se débrouiller et les aider à s'en sortir pour qu'on puisse être efficace sur une mission, sans trop, les fliquer, sans être, coercitif avec eux parce que j'ai un style de management bienveillant et heureusement que j'ai eu des galères en début de carrière parce que sinon je serais pas ce que je suis. Donc j'assume totalement finalement ce que je voyais à l'époque comme des échecs. Comme je m'intéresse beaucoup au développement personnel, j'ai compris que petit à petit, ça allait faire de moi quelqu'un qui serait inspirant. Donc, j'avais 31 ans à l'époque. À 34 ans, j'avais eu l'occasion avec, mon ancien patron de rencontrer un coach qui aujourd'hui est devenu célèbre, qui s'appelle David Laroche et qui justement parle, de développement personnel. Donc il démarrait à l'époque sa carrière, il avait 24 ans et il faisait un discours très inspirant et progressivement, bah, dans des moments un petit peu, où je me posais des questions, je regardais ses vidéos en accès libre sur YouTube et ça m'a aidé, je pense, à dépasser, certaines, peurs, à atteindre des objectifs et en fait, je suis quelqu'un qui, je suis beaucoup dans le dépassement de moi, voilà, tout simplement. J'ai démarré donc, à ce cabinet. La période, de chômage qui avait précédé a eu quand même le mérite, de me faire, vivre des nouvelles expériences aussi puisque j'avais démarré le théâtre que j'ai fait pendant 7 ans et qui a été une super expérience, au niveau personnel vraiment. J'en retire encore aujourd'hui des bénéfices pour parler en public, ce qui est vraiment une très, très bonne expérience puisque je suis quelqu'un d'introverti à la base et voilà, je parle de ça parce que c'est aussi quelque chose qui a compté pour moi et à un moment donné dans mon parcours aussi,
Bah, j'ai arrêté le théâtre parce que ça venait, la construction de la pièce, au moment où j'avais beaucoup de déplacements à droite à gauche en France, avec le fait que je montais dans la hiérarchie, que j'étais devenu chef de mission, que j'étais sur le point de devenir manager, et je me suis mis au sport. Donc depuis 10 ans bientôt, je pratique intensément le CrossFit, donc un sport qui est en fait un mélange d'haltérophilie, de cardio training, de gymnastique, et qui consiste en des entraînements variés à haute intensité pour qu'on puisse se parer à toute situation. Et moi, je fais un parallèle entre ce loisir et mon activité dans l'audit, puisque l'audit, on est confronté effectivement à toute situation possible. On ne sait jamais de quoi la journée sera faite. Le planning, il peut être complètement chamboulé. Et en fait, bah, je remonte maintenant à 2011-2012. Je faisais le constat que bah, moi, je m'acharnais avec le DCG parce que j'avais en tête, il faut le DCG pour avoir le DSCG. Et ça me stressait parce que je me disais, bon, j'ai déjà 33 ans, je suis en cabinet, j'ai une expérience de allez, 3-4 ans en cabinet. J'ai un parcours qui est très atypique avec beaucoup d'échecs en début de carrière. Si je veux aller ailleurs, les entretiens d'embauche, j'y pensais même pas. J'avais été traumatisé par les entretiens en début de carrière. J'avais pas envie d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Je voulais juste pérenniser, avoir une expérience, de la compétence et pouvoir partir ailleurs parce que c'était pas une fin en soi de rester dans ce cabinet. Pour diverses raisons au niveau du style de management des associés, ça ne me plaisait pas. Mais par contre, je m'étais vraiment éclaté au niveau des clients et j'avais la chance d'intervenir sur les plus gros clients du cabinet et j'étais souvent en clientèle et ça me plaisait pour le coup. Donc à un moment donné, je me disais, j'avance plus, il faut que je valide ce fameux DCG que je n'arrive pas, j'ai 33 ans, c'est des jeunes de 20 ans qui le font, c'est très scolaire comme examen, si je l'avais fait à l'époque, je l'aurais sûrement eu, mais aujourd'hui avec l'activité professionnelle, c'est pas possible. Donc à un moment donné, je me suis vraiment renseigné sur le CAFCAC et il se trouve que le cabinet où j'étais a racheté par croissance externe un autre cabinet qui était dirigé par, à l'époque, le président de la compagnie régionale de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, pardon. Et donc, je suis allé le voir un jour d'automne 2012 et je lui ai dit, voilà, je voudrais rentrer en stage CAC. La condition à l'époque, il fallait juste avoir un bac+3. Le stage, c'était similaire à un stage d'expertise comptable. C'était le même principe, sauf que c'était sous en fait un maître de stage commissaire aux comptes et un contrôleur de stage qui dépendait non pas de l'ordre des experts comptables, mais de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Et là, je peux vraiment remercier la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Je pense notamment à Marie-Claire Andréane, qui est la contrôleuse qualité, contrôleuse de stage, la personne en charge du contrôle des stages qui est permanente, plus exactement de la permanente en termes de contrôle qualité, contrôle des stages, qui est une personne vraiment adorable et toujours disponible. D'ailleurs, on a 3 permanents qui sont adorables à la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Et mon contrôleur de stage, Jean-Pierre Fabiani, qui aujourd'hui est vice-président de la CRCC d'Aix-Bastia et a été président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, donc des personnes qui ont vraiment compté beaucoup dans le démarrage de ce stage, puisqu'on était en petit comité avec des personnes qui étaient compréhensives par rapport au fait qu'on était des auditeurs constamment en déplacement, qu'on avait la contrainte de faire nos rapports de stage et qu'on nous a dit on va tout faire pour vous aider à aller jusqu'au bout de votre stage parce que vous n'êtes pas nombreux. Et on sait que vous êtes des personnes qui êtes responsables, vous avez tous à peu près la trentaine, vous êtes jeunes, les stagiaires experts comptables sont beaucoup plus gamins entre guillemets, hein, c'était ma perception puisque finalement on avait pas mal de journées de regroupement avec eux et eux sortaient tout juste du DSCG, ils avaient très peu d'expérience professionnelle, nous les stagiaires CAC on avait entre 5 et 10 ans d'expérience, donc il y avait vraiment une asymétrie dans les profils. Et j'ai vu effectivement la réalité de ce qu'était un cabinet d'expertise comptable, avec un travail qui finalement est beaucoup plus routinier, je perçois des témoignages que j'ai vus, alors que nous, en CAC, on fait des déplacements à droite à gauche dans toute la France, avec des deadlines très serrés, des grosses heures dans des périodes vraiment de surchauffe. Et effectivement, concilier de rédiger des rapports de stage en même temps, c'était pas évident, mais je me suis accroché. J'ai fait mes rapports de stage et un jour, un des associés du cabinet,
Donc j'étais déjà avancé dans mon stage, m'a eu la bienveillance de me dire: «Mais pourquoi tu t'embêtes toujours avec ton DCG?» je n'en démordais pas, je voulais, c'était une question d'honneur, ça faisait plusieurs fois que je le manquais, je l'ai passé 7 fois le DCG. Je ne l'ai jamais eu. Je l'ai jamais validé ce fameux examen. Et un jour il me dit: «Mais pourquoi tu passes pas le DSCG?» Je lui dis: «Oui, mais tu sais, on m'avait dit une fois à la fac que mon diplôme d'école de commerce me donnait pas l'équivalence, ceci, cela», et il me dit: «Mais écoute, on est en 2015, ils vont jamais vérifier l'année de ton diplôme». Alors j'y suis allé complètement culot. C'est l'année où j'avais démarré le CrossFit, justement, et j'ai passé 4 épreuves du DSCG. Je n'étais pas du tout sûr que mon dossier allait être accepté. J'ai envoyé le dossier, les termes fiscaux, tout ça, et j'ai la surprise d'être admis à concourir aux épreuves. Donc je vais aux épreuves, j'y vais cool, j'avais bossé en tout et pour tout, peut-être 3 semaines avant, en achetant les petits bouquins qui font des fiches de 100 pages. J'avais bien bossé la finance parce que ça m'intéressait beaucoup, et j'y suis allé un peu sur mes acquis, en me disant, c'est un peu comme quand tu fais un WOD, un Workout of the Day au CrossFit, où tu as des reps à faire en plus dans un temps imparti, et tu vas à 1 heure, quoi, comme ça, quoi, dans ce même état d'esprit. Et donc, je me suis dit, je réponds à toutes les questions, je fais le maximum, je donne tout ce que je peux. Et j'y suis allé dans cet état d'esprit, et il y a eu l'épreuve de management, j'avais même pas révisé. Alors, j'avais bossé pendant des années le contrôle de gestion des CG, mais il y avait aussi une partie management, ça faisait depuis l'école de commerce que j'en avais pas fait. Et ben, j'y étais avec mes acquis de l'école de commerce d'il y a 10 ans, et j'ai répondu vraiment à la logique, et j'ai eu des bonnes notes un peu partout. Sauf aux 2 épreuves clés qui sont comptabilité approfondie, que j'ai passé l'année suivante, et le droit des sociétés, qui sont les 2 épreuves les plus importantes, avec les plus gros coefficients, où j'ai eu 8,5 ou 9, j'ai plus en tête, mais j'avais des bonnes notes partout ailleurs, ce qui fait que j'ai pu compenser. Et la deuxième année, en 2016, j'ai passé l'épreuve de compta approfondie. J'ai passé l'épreuve facultative d'espagnol, où j'ai eu cette fois 20 sur 20, parce que pour le DCG, il m'avait donné 18,75. Si j'avais eu 19, j'aurais eu mon DCG en 2008, et on n'en parlait plus. Mais voilà, un peu l'ironie du sort, quoi, tout d'un coup. Et je valide mon DSCG. Donc déjà, une grande fierté de me dire, j'ai un DSCG, c'est un bac plus 5, ça me fait un double diplôme bac plus 5, puisque j'avais déjà l'école de commerce, et en route pour le CAFCAC, parce qu'à ce moment-là, il fallait que je finisse des rapports de stage que j'avais laissés un petit peu en suspens, des e-learning surtout, plein d'e-learning, et la compagnie régionale des commissaires aux comptes m'avait suspendu pendant 1 an parce que je passais le DSCG. Donc j'ai repris les épreuves, et en courant de l'été 2016, je me rappelle, j'avais rencontré une personne qui a beaucoup compté aussi, qui est Étienne Latreille, qui est un commissaire aux comptes qui est élu au niveau national à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et qui est président de la commission de formation initiale de mémoire, et qui était venu en région à Marseille pour nous briefer pour le CAFCAC, en nous disant qu'il était membre de la commission qui était en charge notamment tout ce qui était CAFCAC, et nous dire, c'est à votre portée. Faut être professionnel, vous êtes professionnel, montrez que vous êtes professionnel, et vous y arriverez. Si vous êtes des bons professionnels et que vous réagissez en professionnel aux épreuves, c'est pas compliqué, vous aurez votre examen. Ça paraissait très difficile quand on voyait les annales, tout le monde nous avait dit c'est difficile, et lui, il arrive et il nous dit soyez professionnel, et surtout, il avait 2 acronymes qu'il aime bien, c'est FDJ. Dans l'audit, la FDJ, c'est pas la française des jeux, c'est formaliser, documenter, justifier. Et CCP, faire des réponses claires, concises et précises. Et donc, partant de là, 1 an plus tard, je valide la fin de mon stage en ayant remis mes derniers rapports, et j'ai mon attestation de fin de stage, et Madame Andréani me dit, allez passer votre CAFCAC, parce que je m'étais demandé si j'allais pas poursuivre pour le stage d'expertise, puisque j'avais le DSCG, j'arrivais en fin de stage de CAC. Un copain à moi avait fait ça, il était parti en stage d'expertise, et il a eu son diplôme d'expert comptable, il a ouvert son cabinet d'expertise, et il a arrêté l'audit. Et moi, je suis allé faire le CAFCAC en 2017, et j'ai eu la chance d'aller à Paris faire les formations, où j'ai rencontré plein de monde très sympa.
Et ça m'a décomplexé parce que j'ai vu d'autres managers qui venaient de big, de cabinets indépendants, ou de cabinets membres de réseaux internationaux comme celui où j'étais, mais autres que les big. Et j'ai vu que finalement, bah, j'avais le même niveau que tout le monde, qu'on était logés à la même enseigne. Je suis allé aux épreuves, me suis accroché et mon point fort, c'était, la rédaction, donc la fameuse épreuve, de dissertation qu'il fallait faire en 3 heures où j'ai eu un sujet sur, commissaire aux comptes et la dématérialisation, le numérique, enfin j'ai plus en tête exactement le sujet, mais j'ai fait un très très bonne rédaction. J'ai eu 17 sur 20, ça m'a rattrapé toutes les autres notes. J'étais admis à passer les oraux. Je suis allé aux oraux. J'ai eu donc ces oraux avec des personnes qui sont des magistrats, des membres du H3C, de la CPR, de l'AMF. C'est très très high level, hein, les jurys du CAFCAC. Et donc j'ai pu valider mes oraux et j'ai obtenu le CAFCAC en 2017. J'ai poursuivi au cabinet en étant manager toujours. Je venais d'être manager depuis peu de temps. Je suis tombé sur des difficultés à ce moment-là où je suis devenu manager, puisque la biotech que j'auditais depuis des années avait un projet en fait de cotation au Nasdaq qu'ils ont finalement fait en 2019. On était en cocac avec un big, Deloitte, donc très exigeant parce qu'ils avaient la mission PCAOB, donc audit selon les normes américaines. Donc en co-commissariat avec Deloitte, ça a été extrêmement enrichissant, une équipe très sympa et vraiment, ils nous ont formés sur leur méthodologie, leurs attentes par rapport à PCAOB. Et dans le même temps, sur la banque, bah, en co-commissariat avec de big, puisque suite à une fusion, il y avait une fusion, co-commissariat au compte avec de big, et puis je me suis fait une super expérience des entités d'intérêt public pendant cette période, puisque c'était des entités que j'avais auditées depuis des années, sur lesquelles je suis resté pendant une décennie, et où je suis intervenu pendant bien 5 ans en tant que manager, quoi. Donc je me suis fait une super expérience, puis est venu le Covid, est venue aussi la fin du mandat sur la banque, puisqu'ils ont renouvelé que les bigs. Et nous, on était un petit cabinet à côté. Et donc, après le Covid, bah, j'ai appris que le cabinet voulait se séparer de moi. J'avais plus d'évolution. Ça a été un peu compliqué, mais très vite, j'ai rencontré des personnes qui ont été des ressources pour moi, qui m'ont vraiment, vraiment aidé et qui m'ont déjà j'ai rencontré une personne qui a été une coach, en développement personnel qui en quelques séances m'a permis de voir que c'était possible de monter mon entreprise, chose où j'avais des croyances limitantes et assez vite, je suis parti sur la création d'une entreprise plutôt qu'être, salarié, même directeur financier finalement et très vite en fait, mon projet initial c'était de basculer de l'audit vers, direction financière externalisée. J'y croyais pas du tout qu'il y avait une opportunité en audit avec les seuils justement. Et à un moment donné, une rencontre a été déterminante, une directrice financière externalisée, Pascale Bruyat, qui travaille à Aix, qui m'a dit: «Mais tu as un très bon profil en commissariat aux comptes. Pourquoi tu veux te lancer dans la direction financière externalisée alors que tu as un bon profil technique en commissariat aux comptes? Tu as la légitimité de devenir CAC, tu as le diplôme, tu as tout ce qu'il faut et puis j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble parce que j'ai envie de travailler avec toi et c'est vraiment quelqu'un humainement de super». Et donc, une avocate avec qui je travaillais aussi m'a dit, «Bah, tu sais, si tu crées ton cabinet, je t'enverrai des dossiers». Et la société, biotechnologie avec qui, je travaillais en audit, que j'auditais, un contrôleur de gestion avec qui j'avais vraiment sympathisé, m'a dit: «Mais appelle Marie-Laure. Marie-Laure, c'est la dirigeante de Yoda Consulting, leur expert comptable. C'est une très belle société d'expertise comptable qui a Aubagne, dans la périphérie de Marseille, qui est spécialisée sur le secteur de l'innovation, société innovante. Et Marie-Laure, ça a été à l'époque la plus jeune expert comptable de France. C'est quand elle a créé son cabinet Yoda Consulting. Elle s'est associée avec des gens très bien et c'est un cabinet qui me faisait toujours rêver pendant mes 10 ans là où j'étais avant. Pendant les 15 ans là où j'étais avant, je tais le nom du cabinet où j'ai bossé, mais j'ai toujours admiré en fait leur positionnement sur les entreprises innovantes. Je trouvais que c'était une vision très moderne de l'expertise comptable. Et ce que j'appréciais de ma vision externe sur ce cabinet, c'est le fait qu'ils avaient intégré comme associés des personnes qui ne sont pas experts comptables, mais qui ont des compétences spécifiques, donc des ingénieurs
Et ils ont une équipe qui est dédiée au financement de l'innovation, au crédit impôt recherche. Et plus récemment, ils ont créé aussi une division sur la durabilité avec un associé qui est spécialiste de la durabilité. Et donc, je suis allé me diriger vers Marie-Laure en lui disant, voilà, on m'a recommandé de venir vers toi, je voudrais monter mon cabinet. Et elle m'a dit, mais écoute, j'ai peut-être une idée, on en parlait avec mes associés, et on s'est vu la semaine suivante, et on est allé sur l'idée qu'on allait créer ensemble une société d'audit qui serait leur filiale de commissariat aux comptes, et où je serais dirigeant. Et c'est comme ça que le projet Stark Audit est né. Et l'activité a démarré en 2022, en septembre, après que j'ai été délié de mes engagements avec mon ancien employeur. Et donc, ce partenariat donc, stratégique avec mes associés donc, de Yoda Consulting a permis déjà d'avoir plus de visibilité, de bénéficier de leur réseau de relations, d'apporteurs d'affaires. Et donc très vite, des dossiers sont venus, soit par mon propre réseau, soit via leur mise en relation. Et assez vite, j'ai eu à faire des missions de commissariat aux comptes ad hoc, des missions de commissariat aux apports. Et très vite aussi, j'ai vu aussi l'opportunité de pouvoir aussi devenir expert comptable, puisqu'avec le CAFCAC, il avait la passerelle pour devenir expert comptable. Alors aujourd'hui, mon activité, qu'est-ce que c'est? Stark Audit, c'est une dizaine de mandats obtenus en un an, ce qui est vraiment à contre-courant et qui montre qu'on peut avoir des mandats. Ensuite, c'est près de 100 000 euros de chiffre d'affaires très vite, en fait. Donc, un démarrage déjà très, très ambitieux, hein, et des ambitions que j'ai réalisées. Et surtout, j'ai développé l'activité en me ciblant sur des marchés de niche, en analysant la situation, en me disant on a relevé les seuils, certes, mais je suis intimement convaincu qu'un commissaire aux comptes est primordial pour assurer la transparence et la confiance dans l'économie. Donc, même s'il relève les seuils, c'est juste un changement de modalité. Aujourd'hui, les seuils sont plus hauts, mais il y aura toujours des entreprises qui seront vertueuses, qui voudront mettre en place un bon système de gouvernance, renforcer leur contrôle interne et qui vont faire appel à un commissaire aux comptes. Donc il faut, j'identifie ces marchés et déjà on va raisonner sur la base des seuils. Quels sont les seuils où ils sont moins élevés? Il y a le secteur associatif. Secteur associatif, dans le cabinet où j'étais avant, qui était très spécialisé secteur médico-social, où je suis intervenu, j'ai eu l'opportunité d'acquérir de l'expérience. Donc, j'ai ciblé le secteur associatif où le seuil est de 153 000 euros de subvention ou de dons. Seuil plus bas. Ensuite, les fonds de dotation. Le seuil, c'est 10 000 euros de ressources. J'en avais fait pas mal. J'ai obtenu 4 mandats dans des fonds de dotation. Donc, très vite, ça peut se faire. Et ensuite, les sociétés. J'ai ciblé plutôt les sociétés innovantes. Car elles font des levées de fonds. J'ai une compétence spécifique sur les opérations sur le capital, donc la rédaction de rapports du commissaire aux comptes dans le cadre d'augmentation de capital. Et la loi Pacte a créé un marché de niche avec le commissariat ad hoc, puisque toute société qui, sans condition de seuil, fait une opération sur le capital et en termes juridiques fait une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, c'est-à-dire réservé à des nouveaux investisseurs, doit produire un rapport d'un commissaire aux comptes et lui confier une mission ponctuelle. Ce qui fait que très vite, j'ai pu obtenir via des avocats, même des avocats renommés, des grands cabinets d'avocats m'ont fait confiance dès le début en me donnant des missions de commissariat aux comptes ad hoc. Et également le commissariat aux apports qui demande aussi des compétences spécifiques. Voilà pour les démarrages. Et l'année 2024, je vais parler quand même de cette année 2024 qui a été une très belle année. J'ai eu l'occasion fin 2023 d'aller à de faire une présentation auprès du Club des jeunes experts comptables sur comment obtenir les premiers mandats. Je devais être participant à la base, il y avait des élus, un des élus m'a donné la parole parce qu'il savait mon parcours. J'ai exposé mon parcours, ça a été inspirant, et la présidente à l'époque du CJE, de l'ANEX, l'association nationale des experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires,
m'a proposé de rejoindre un groupe qui se créait pour le projet Impulsion, un projet, structurant au niveau de l'ordre des experts comptables porté par l'annexe et le CJEC. Et donc, j'ai participé à toutes les réunions, un peu dans l'ombre, un peu le soir tardivement, à toutes les réunions pour donner, un feedback, mon retour d'expérience aussi, des réflexions sur la thématique du management des cabinets, où il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'idées innovantes qui en sont sorties. Il y a une plaquette qui a été présentée, au congrès des experts comptables et qui a été portée, par les personnes qui officiellement représentent les associations. Mais voilà, j'ai eu la chance de faire partie de ce groupe de travail, donc ça a été un des premiers projets importants que j'ai fait dans l'année. Le deuxième, c'est que j'ai, via l'associé Dioda qui est spécialiste de la durabilité, il nous a parlé du visa durabilité, et donc c'était l'avenir pour le commissariat aux comptes. Donc j'ai fait mon visa durabilité sur l'année 2024, je l'ai validé en septembre et je suis désormais inscrit sur la liste des auditeurs de durabilité. Donc c'est une spécialisation en plus, une compétence en plus. Et le troisième sujet très important, c'est que je suis devenu formateur CNCC, donc pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et à ce titre, je fais partie, entre guillemets, des jeunes formateurs. J'ai 45 ans aujourd'hui. La moyenne d'âge des formateurs, elle est un peu vieillissante, on va dire. Ils ont des gens très compétents, très techniques, des personnes qui sont des pointures, qui sont brillantissimes, qui sont très inspirants, mais malheureusement, ils arrivent difficilement à renouveler les effectifs. Ils veulent attirer les jeunes, c'est pas forcément évident de motiver les jeunes, et donc la moyenne d'âge, elle avance d'une année sur l'autre, et il faut remplacer les personnes qui partent. Voilà, donc j'ai eu la chance en fait d'intégrer le corps des formateurs de la CNCC, donc de bénéficier des séminaires des formateurs, d'être formé aux techniques de formation, et j'ai animé cette formation fin d'année 2024, début 2025, et c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur bien en amont de la création du cabinet Stark Audit, puisque j'envisageais déjà de devenir formateur. Et aujourd'hui, j'ai cette compétence en plus. Et donc, pour résumer, le positionnement de Stark Audit, c'est la qualité, tout d'abord. C'est de vraiment respecter scrupuleusement les normes. C'est vraiment important pour moi de respecter les normes, la déontologie, parce que c'est notre crédibilité en tant que commissaire aux comptes. La profession, elle a été mise à mal par le fait qu'il y a eu des fois une mauvaise image qui a été véhiculée par quelques personnes qui ne respectaient pas les règles. Et ça fait tache d'huile sur la profession. À un moment donné, il y a eu l'histoire des seuils. Et moi, je pense que cette profession, elle se professionnalise. Je suis vraiment d'avis qu'il faut faire tout correctement parce que c'est une profession réglementée. Il y a vraiment des grosses responsabilités qui sont pénales, qui sont civiles, administratives, disciplinaires. Donc moi, déjà, c'est simple, je n'antidate aucun rapport, je fais tout dans les règles. Et donc, j'ai été amené aussi à faire des révélations de faits délictueux. C'est pas forcément très plaisant, mais il faut le faire, c'est une responsabilité. Et une fois que c'est fait, on est soulagé d'avoir fait les choses comme il fallait, parce que il faut savoir dire non dans la vie. Et si je ne suis pas capable de dire non, la certification, elle n'a pas de valeur. Donc, c'est très important pour moi d'être vraiment indépendant, de pouvoir mener à bien mes missions dans la qualité. La formation est essentielle, me former, ça me permet d'avoir les compétences. C'est une des valeurs du code de déontologie qui est vraiment essentielle pour moi, et me démarquer en étant une petite structure, c'est la compétence, la qualité. Mon contrôle qualité s'est très bien passé, donc je continue sur ces bases en ciblant toute opportunité où il peut y avoir un besoin pour un commissaire aux comptes. Et je vois finalement aujourd'hui la loi Pacte comme une opportunité, puisqu'elle a créé des marchés de niche. Elle a rendu possible pour un commissaire aux comptes de faire des prestations à la demande d'une entité, donc c'est des nouveaux marchés, et notamment de l'audit contractuel. Et d'ailleurs, moi, je suis commissaire aux comptes d'un petit groupe de sociétés qui a dépassé les seuils, où le dirigeant veut vraiment mettre en place une bonne gouvernance du contrôle interne, et m'a demandé d'auditer les filiales qui sont pas dans les seuils, où il n'y a pas besoin d'un commissaire aux comptes.
dans le cadre d'un audit contractuel. Donc je vois vraiment cette opportunité à développer. Donc aujourd'hui, mon activité, c'est 80 de commissariat aux comptes, quelques missions de conseil très spécifiques qui nécessitent que je sois expert comptable et des formations sur les domaines qui me sont chers. Donc opération sur le capital, qui est vraiment le domaine de prédilection où j'ai une compétence différenciante, et d'autres domaines qui m'intéressent, commissariat aux apports, l'évaluation financière, le contrôle interne et également les fonds de dotation, qui est un marché de niche où aussi j'essaye de vraiment me spécialiser, de me démarquer dans le domaine. Donc pour continuer mes activités. Et l'avenir donc de Stark Audit, c'est d'évoluer, plus tard d'embaucher, mais aujourd'hui avec parcimonie les choses, parce que tout repose aujourd'hui sur ma compétence technique. Donc à un moment donné, il va falloir embaucher des personnes. La difficulté, c'est qu'il va falloir trouver les bonnes personnes qui soient expérimentées, donc il faudra le budget pour. Et je tiens justement, en termes de management, à avoir des personnes qui soient correctement rémunérées par rapport aux efforts que ça implique. Et c'est pour ça que dans l'immédiat, je privilégie uniquement, en cas de surcharge, la sous-traitance auprès de CAC qui sont... enfin, la sous-traitance, plus exactement, dans le terme technique, c'est collaboration externe, mais pour le grand public, sous-traitance. Je précise mes propos. Et donc, je suis sur cette stratégie aujourd'hui de poursuivre jusqu'à la limite de mes capacités, et au moment où j'aurai des surcharges, de faire appel à des personnes expérimentées qui sont diplômés, qui sont des commissaires aux comptes, qui ont leur propre petit cabinet, et qu'on s'entraide. Et j'ai déjà un petit réseau de personnes avec qui on a l'occasion d'échanger sur des sujets techniques, dont une commissaire aux comptes pour qui je fais de la collaboration externe sur une entité d'intérêt public, puisque ayant travaillé pendant des années sur les EIP, je souhaite que plus tard, Stark Audit devienne un cabinet EIP, et donc accepter plus tard, à terme, c'est mon rêve, des mandats EIP et des mandats dans des sociétés internationales aussi, puisque l'international est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis ma jeunesse. Je parle couramment espagnol, je parle portugais, ma femme est kenyane, donc j'ai des sérieuses notions de Swahili. Donc j'ai notamment un mandat dans une société en lien avec le Maroc, l'Afrique du Nord, et je souhaite développer avec des sociétés qui investissent à l'international en Afrique du Nord, parce que je pense il y a beaucoup, l'avenir est sur le continent africain, ça j'en suis persuadé, mais partout ailleurs aussi, hein. Et j'ai une société aussi dans mes mandats, qui est une start-up qui investit aux USA, et dont le dirigeant, qui est quelqu'un de très brillant et de bienveillant, s'est installé aux États-Unis pour développer son activité dans le monde entier. Donc j'ai de la chance aussi d'avoir des clients qui sont vraiment très intéressants. Et des Ok. mandats très intéressants, avec des sujets très très intéressants. Je ne m'ennuie pas aujourd'hui. Voilà. Et ça me Bah, remplit les journées, l'audit. Donc c'est tout à fait possible de finalement se spécialiser, de faire que de l'audit, et d'avoir des compétences associées pour faire des missions de conseil, on va dire, qui reposent sur des techniques d'audit, comme de l'audit interne externalisé, ou des missions d'évaluation où l'expérience en audit, de challenger des évaluations, peut être très utile pour construire un modèle d'évaluation. Voilà. d'accord. Bah, merci pour ta réponse. Je dois dire elle a enfin, ta réponse a complètement répondu à plein de questions que je voulais te poser. Donc je n'aurais pas besoin de les poser pour le coup. Mais, il y a certaines choses que tu as abordées et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Bien sûr. Hem, Est-ce qu'on a encore le temps? Parce que je vois qu'on a bah passé 40 minutes, donc bah, oui. Non, on a encore un peu de temps. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au travers de ton expérience, quelles sont les compétences que tu penses qui sont indispensables pour pouvoir, évoluer, dans ce métier et dans ce secteur-là? déjà d'avoir beaucoup de curiosité intellectuelle. C'est une compétence essentielle, parce que l'audit, c'est un métier qui va demander de s'intéresser à l'activité d'une entreprise de façon globale. C'est là que ma formation en école de commerce m'a beaucoup apporté, puisqu'on a une vision
très globale d'une entreprise, de tous les process, de toutes les fonctions d'une entreprise, et donc de s'intéresser aux aspects opérationnels dans le cadre de l'audit, et notamment dans la phase en fait de prise de connaissance de l'entité, de son environnement de contrôle interne. On est amené à faire des contrôles donc dans la phase dite d'intérim dans le jargon, de prise de connaissance du contrôle interne, de tests sur le contrôle interne, de rencontrer des personnes opérationnelles en amont de tout ce qui est la comptabilisation, donc de rencontrer éventuellement des chargés d'affaires, des commerciaux, des personnes qui sont dans des fonctions techniques au sens large, et donc de rencontrer d'autres interlocuteurs que le service comptable et financier. Et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de l'audit, parce qu'on voit un peu tous les process dans leur ensemble. On voit aussi une entreprise avec un œil extérieur, donc on apporte finalement une valeur ajoutée, et c'est très valorisant, tout en restant indépendant, tout en respectant les normes, puisqu'on ne fait pas du conseil, on fait de l'audit, donc on peut être amené à formuler des recommandations quand on met le doigt sur une irrégularité, sur une faiblesse du contrôle interne, qu'on voit qu'une bonne pratique pourrait être mise en place pour pouvoir compenser certains risques. Mais tout en restant indépendant, puisque le but n'est pas de mettre en place le contrôle interne quand on fait de l'audit, parce qu'il ne faut pas se situer en situation d'autorévision. Donc vraiment très important, la déontologie, toujours avoir l'esprit critique. C'est aussi dans les valeurs de la déontologie, beaucoup de rigueur, d'être prêt à s'investir, d'être travailleur, c'est sûr, mais de faire le travail avec passion, et c'est ce que je fais en fait. Et chaque fois que je viens dans une nouvelle entreprise, c'est toujours très intéressant de rencontrer les personnes, de comprendre ce qui anime le fondateur de l'entreprise, de voir que surtout dans les secteurs des sociétés innovantes, on a des personnes qui sont passionnés, qui sont souvent un peu idéalistes aussi, parce qu'ils ont l'idée qui peut révolutionner potentiellement. Dans des sociétés plus traditionnelles, on va avoir aussi toute l'expérience, la tradition de sociétés qui sont transmises peut-être de père en fils. Donc il y a souvent une histoire familiale derrière, dans des sociétés familiales, pour le coup. Il y a toujours tout un contexte humain qui est essentiel, donc avoir un bon relationnel. En fait, le commissaire aux comptes, c'est pareil pour les contrôleurs de gestion, c'est la même chose. Il faut avoir absolument cette capacité à parler un peu à tous les interlocuteurs pour faire passer un message et apporter les bonnes pratiques en étant toujours pédagogue pour leur expliquer quel est notre rôle, parce que souvent les gens sont impressionnés, ils disent commissaire aux comptes, qu'est-ce que c'est vraiment l'audit? Ça peut faire peur d'être contrôlé en fait. De même que les auditeurs peuvent avoir l'appréhension, avoir un contrôle qualité, c'est pareil, et ça nous permet de nous mettre aussi à la place, d'avoir de l'empathie. Ça, je pense que c'est aussi une qualité essentielle. Voilà, et beaucoup de rigueur, d'esprit critique, des capacités d'analyse, de synthèse, un bon rédactionnel. Je dis souvent que l'audit, c'est des chiffres et des lettres, parce qu'on travaille sur des chiffres, mais il faut savoir aussi bien rédiger. Il faut savoir rédiger des rapports, il faut savoir rédiger des synthèses, il faut avoir des bonnes compétences rédactionnelles, vraiment. Et l'audit aussi, j'attire l'attention sur le fait que c'est un métier qui est avant tout juridique. On prête serment auprès d'une cour d'appel, on dépend du ministère de la Justice, donc le commissaire aux comptes qui est habilité à révéler des faits délictueux, à faire des déclarations de soupçons sur Tracfin, et un auxiliaire de justice aussi, donc on prête serment, on est une profession réglementée. Il y a tout cet aspect-là, et faut avoir des bonnes connaissances juridiques, bien connaître déjà les textes qui régissent la profession réglementée de commissaire aux comptes, aussi celle d'expert comptable. Faut aussi connaître cet aspect-là, puisqu'on est beaucoup amené à travailler avec des experts comptables, on est beaucoup amené à travailler avec des avocats, avec donc toute l'interprofessionnalité, mais tout en restant indépendant. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment ce côté relationnel, l'ouverture d'esprit, très important. C'est pour ça que c'est pas étonnant souvent que se dirigent vers des cabinets, et que les grands cabinets, les big, choisissent souvent prioritairement dans les écoles de commerce, parce qu'en école de commerce, on est des généralistes qui avons l'ouverture d'esprit, et l'école nous forme à savoir ce qu'est une entreprise en faisant des stages très vite.
Alors aujourd'hui, elles sont peut-être un peu moins innovantes qu'elles l'étaient il y a 20 ans quand, j'ai été étudiant, mais il en demeure que c'est une formation généraliste de haut niveau qui permet à quelqu'un de s'adapter et d'apprendre à apprendre et je pense que ça m'a beaucoup aidé le fait d'avoir fait, une classe préparatoire avant d'aller en école de commerce, de pouvoir fournir un travail, en grande quantité, de faire, de grosses heures, d'apprendre aussi à être efficace. Ça a été une bonne préparation, je pense. Après, effectivement, les compétences techniques qui sont acquises à travers des CG, des SCG, c'est bien évidemment un plus. Il faut les avoir, donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir le DSCG aussi. Le CAFCAC, finalement, c'est un peu le même programme qu'un DSCG en plus complexe, mais très adapté finalement. C'est beaucoup plus pertinent de sélectionner des commissaires aux comptes selon les critères du CAFCA que le DEC où il ne faut que 200 heures d'audit, souvent faites dans des conditions un peu au pied levé pour aider un confrère sur une mission pompier. Donc c'est pas forcément des meilleures conditions pour en retirer vraiment tous les bénéfices pour quelqu'un qui va faire que 5 semaines d'audit en 3 ans. Donc je pense que à terme, il y aura de plus en plus de commissaires aux comptes qui seront issus de la filière du CAFCAC. Le DEC est bien évidemment toujours pertinent et légitime, mais pour pouvoir poursuivre en audit, il faut avoir vraiment la compétence et donc avoir l'expérience dans le domaine. Donc, c'est pas fermé pour quelqu'un qui serait un jeune expert comptable qui aurait fait que de l'expertise. On peut toujours changer, aller vers l'audit, mais pour ça, il faut se former et la collaboration externe peut être aussi une opportunité pour les jeunes experts comptables pour ensuite devenir auditeur parce que je pense que vraiment, malgré le relèvement des seuils, c'est l'avenir, ça va se professionnaliser. Il y a des nouveaux marchés, il y a la durabilité, il y a également tout ce qui est le numérique, effectivement, l'intelligence artificielle, la blockchain, tous ces sujets qui vont changer complètement la profession. Je suis allé cette année aux assises de la CNCC à Grenoble en décembre. On parlait d'intelligence artificielle et on parlait aussi des limites déontologiques de l'intelligence artificielle. Donc, il y aura malgré tout besoin de cet aspect humain, de cet esprit critique, et je suis intimement convaincu que le jugement professionnel qui apparaît dans nos normes d'exercice professionnel sera primordial et qui ne pourra jamais être remplacé par une intelligence artificielle qui permettra bien sûr de traiter un grand volume de données, de faire gagner du temps sur les tâches rébarbatives des juniors et permettre plus de monter en compétences aussi. Mais il faudra toujours ce regard, cette expérience, cet esprit critique qui fait que l'esprit critique m'a permis récemment de trouver une fraude sur un dossier. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, et c'est toujours le petit détail qui fait la différence, qui me permet de voir. Je suis quelqu'un d'assez pointilleux, de très perfectionniste. Et c'est souvent dans un petit détail que je relève une grosse fraude qui était bien bien cachée. Donc, j'assume complètement d'être quelqu'un de très perfectionniste, mais c'est ma nature et j'en tire les avantages. Et donc tu es, comment dire, confiant pour l'avenir de la profession au vu du Complètement. ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs quand j'ai passé l'oral du CAFCAC, le jury m'a dit: «Jeune homme, vous êtes bien confiant pour l'avenir de la profession?» Parce que je suis tombé sur un sujet au CAFCAC, à l'oral, sur Macron qui envisageait de remonter les seuils. On était fin 2017 et donc j'ai argumenté sur le fait que pour moi, il fallait toujours un commissaire aux comptes, que on aura besoin les sociétés ont besoin de ces contrôles et je m'aperçois dans des sociétés où il n'y a pas eu de commissaire aux comptes, là où je fais des audits contractuels ou des fois où l'ancien commissaire aux comptes n'était pas suffisamment professionnel, que c'est pas on en sent les effets parce que les sociétés ne sont pas forcément habituées à travailler avec un commissaire aux comptes quand l'ancien commissaire aux comptes ne se déplaçait pas chez le client, que même ça arrivait qu'il facturait des frais de déplacement alors qu'il venait pas, c'est arrivé, j'ai eu des échos. Donc je pense que quelqu'un qui va faire le job correctement, il aura la légitimité vis-à-vis du chef d'entreprise au même titre
qu'un expert comptable qui est le partenaire privilégié, il faut que les entreprises, elles intègrent que le rôle du commissaire aux comptes est essentiel puisqu'on valide leurs comptes, on les certifie et en apportant cette certification aux comptes, on leur donne la crédibilité pour qu'ils puissent avoir des financements et on les rassure aussi sur la qualité de leur contrôle interne, de leur organisation, même si c'est pas le but premier. Parce que qui dit qu'il y a un commissaire aux comptes permet à une société de se structurer au niveau de sa gouvernance, au niveau du contrôle interne pour maîtriser ses risques. Et ça participe en fait à tout un cycle qui est vertueux pour l'entreprise, en apportant la confiance et la transparence dont les parties prenantes ont besoin. Un commissaire aux comptes, c'est une mission de service public. D'accord. Eh bien, C'est mal compris du grand public, je pense. On pense plus à l'expertise comptable. C'est vrai que c'est moins connu. C'est un peu plus confidentiel, mais c'est important de communiquer et j'espère le faire correctement. En tout cas, tu as donné plein de réponses. Ton discours était dense en informations. Donc, je pense que ça peut, ça va intéresser sur des personnes, mais ça peut surtout éclairer certains de nos auditeurs sur ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, une dernière chose que je veux ajouter, Oui. la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a lancé un plan jeune dans la profession. Il y a l'école de l'audit qui a été créée aussi parce que la CNCC veut attirer les jeunes, veut attirer les vocations, veut attirer. Donc, j'invite les auditeurs qui nous écoutent et qui vont devenir auditeurs, qui vont certifier les comptes, qui vont faire de l'audit légal, à aller sur le site devenirauditeur-légal.fr, qui est le site de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour les jeunes, pour présenter au grand public la profession. Je voulais absolument donner cette information avant qu'on se quitte. Ça marche. Eh ben, écoute, le message est passé. J'espère qu'il sera entendu. Et du coup, cette dernière question pour clôturer ce podcast, c'est celle que je pose à tous les invités qui sont là. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi? Ça va être facile, je vais dire 512 parce que 512, c'est la banque et que j'ai commencé ma carrière dans le secteur bancaire, mais surtout, c'est que c'est essentiel en fait, parce que toute la construction comptable, si le compte 512 il est faux, bah, tout le reste, ça s'écroule comme un château de cartes. Et les contrôles essentiels qu'on donne à des auditeurs débutants, notamment les circularisations bancaires, ça reste vraiment primordial parce que si jamais dans une entité, on peut imaginer, hein, on se retrouve avec des faux relevés bancaires, ça arrive jamais, hein, mais bon, on peut imaginer. Et ben, en fait, ou que les états de rapprochement bancaire sont faux, ben, en fait, tout le reste, c'est là qu'on masque une fraude, en fait. Donc, c'est vraiment essentiel de se raccrocher à cette réalité. Et donc, pour ça que je dis, le compte 512, c'est celui qui, finalement, me correspond le mieux, être terre à terre et aller sur la réalité, quoi. Ben, merci. Si jamais on veut te contacter, on peut le faire sur LinkedIn? Bien sûr, oui, tout à fait. J'ai un profil LinkedIn qui est visible. J'ai également créé la page LinkedIn de Stark Audit, donc Oui, je évidemment. vous invite à la suivre. Je publie très peu pour le moment, mais parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, de le faire vivre. Je relaye par contre des informations qui sont pertinentes, notamment des communications institutionnelles de la CNCC que je trouve pertinentes pour les confrères. Donc, c'est souvent ce que je relaye ou que je like avec la page LinkedIn de Stark Audit. Ça marche. Et ben, à bon entendeur, du coup. Sur ce, je vais te laisser. J'espère que tu auras apprécié cette expérience de podcast. Bah, très volontiers, oui. Et puis, je te dis à bientôt. Bah, à très bientôt et merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.